Hola, muy buenos días y bienvenido. Bonjour et bienvenue à cette session d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé sur la pandémie par COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 12 mai 2021. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de l'OPS et cette séance, comme toutes les semaines, durera environ 1 heure. Nous avons reçu vos questions par courrier électronique et vous pouvez poser vos questions en direct et à travers en cliquant sur Q et A. N'oubliez pas d'y inscrire votre nom et les médias auxquels vous appartenez. Je vous rappelle que nous avons également l'interprétation simultanée vers le français, vers l'anglais et vers le portugais. Et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, nous parlera de l'évolution de la pandémie dans la région et la situation dans les services de santé concernant les soignants. Avec le docteur Etienne, nous avons également la présence du docteur Jabas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour la COVID à l'OPS. J'invite le docteur Madame Carissa Etienne pour ses remarques initiales. Docteur Etienne. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse d'aujourd'hui. La semaine dernière, notre région a signalé plus d'1,2 million nouveaux cas de COVID et près de 34 000 morts liés à la COVID. Près de 40% de toutes les morts mondiales signalées la semaine dernière ont eu lieu ici, sur le continent américain. C'est un signe très clair que la transmission est loin d'être contrôlée dans notre région, même si des pays comme les États-Unis et le Brésil signalent les réductions du nombre de nouveaux cas. En Amérique du Nord, le Canada connaît des taux d'infection supérieurs à ceux des États-Unis, surtout dans l'est du pays et dans le nord, où résident pour la plupart les populations autochtones. Le Cuba continue à connaître de nouvelles infections dans les Caraïbes, même si des pays plus petits comme Trinidad et Tobago connaissent des sursauts de plus d'infections. Sur Saint-Vincent et Grenadines, COVID-19 augmente dans les abris et c'est un défi à cause des récentes éruptions volcaniques. Dans tout le reste des Amériques, nous voyons aussi des cas qui accélèrent le long des frontières nationales. En Amérique centrale, un sursaut d'infection dans les régions du Costa Rica et de l'Honduras le long du Nicaragua et dans les régions frontalières de Guatemala et d'El Salvador. En Amérique du Sud, les cas sont en augmentation dans les zones de la Guyane et de la Bolivie qui ont une frontière avec le Brésil. Et en Colombie, où les cas de la COVID-19 sont en croissance constante ces dernières semaines, nous attendons des augmentations encore plus fortes après une semaine de manifestations. Nos systèmes de santé doivent relever le défi d'un nouvel afflux de patients de COVID alors que les campagnes de vaccination accélèrent. Plus de 140 millions de gens ont été vaccinés avec 2 doses contre la COVID sur le continent américain. La récente approbation du vaccin Sinopharm par l'OMS redonne confiance aux pays de la région où le vaccin est déjà utilisé et apporte de l'espoir d'une augmentation dans les Amériques. Mais jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de vaccins pour protéger tout le monde, nos systèmes de santé et les patients qui dépendent de ces systèmes continuent à être en danger. Dans notre région, près de 80% des unités de soins intensifs sont remplies de patients du COVID et les chiffres sont encore pires dans certains endroits. Au Chili et au Pérou, 95% des lits d'animation sont pris, la plupart par des patients COVID. Buenos Aires,
où 96% des lits de soins intensifs sont pleins, Buenos Aires vient de renforcer ces restrictions pour éviter l'effondrement des hôpitaux. Dans certains endroits du Brésil, il y a des listes d'attente pour les lits de réanimation. Cette augmentation des hospitalisations signifie que nos travailleurs de la santé doivent faire des heures supplémentaires et doivent arbitrer entre plusieurs responsabilités alors qu'ils doivent gérer plus de patients qu'à aucun autre moment de la pandémie. L'OPS a aidé au déploiement de 26 équipes médicales d'urgence dans 23 pays des Amériques pour fournir des soins spécialisés où c'est le plus nécessaire. Également, 400 équipes médicales d'urgence et de sites de soins médicaux alternatifs ont été mis en place pour aider nos pays à étendre leurs capacités avec 14 000 nouveaux lits d'hôpitaux et 1 500 lits dans les unités de réanimation. Mais vu le rythme de diffusion de la COVID, nous estimons que nous allons avoir besoin de 20 000 médecins de plus et 30 000 infirmières de plus pour gérer ces lits, ces besoins en réanimation dans la moitié des pays en Amérique latine et des Caraïbes. Nos travailleurs de la santé doivent également affronter des défis de plus en plus difficiles pour gérer les fournitures dont ils dépendent, comme l'oxygène, dont les stocks sont dangereusement bas. Un patient COVID un patient typique de COVID a besoin de 300 000 litres d'oxygène pour une hospitalisation de 20 jours et les patients en réanimation en ont besoin du double. Donc, il n'y a aucune surprise que cette augmentation des hospitalisations dans notre région déclenche une rupture de stock dans les Amériques d'oxygène. De nombreux pays et de gouvernements locaux ont développé des aptitudes techniques rapides et ont trouvé des solutions urgentes pour fournir de l'oxygène pour les patients. L'OPS se concentre sur la cartographie des fournitures d'oxygène dans notre région pour identifier où l'aide est la plus urgente. Et nous avons créé un groupe technique pour fournir une expertise pour que les pays puissent réaliser les investissements qui sont nécessaires. Afin de pallier ces manques critiques, l'OPS a donné plus de 7000 oxymètres et près de 2000 concentrateurs d'oxygène pour aider les travailleurs de santé qui doivent identifier quand un patient a besoin d'oxygène et pour garantir qu'ils disposeront des fournitures pour aider ces patients à leur rétablissement. Nous travaillons main dans la main avec les ministères de la Santé, surtout dans les endroits les plus touchés comme la Bolivie, l'Antigua et Barbuda, pour aider les pays à repenser leur modèle de soins et mettre à jour leurs directives cliniques pour optimiser les ressources disponibles et garantir que plus de patients vont recevoir l'oxygène dont ils ont besoin. Nous aidons également les pays à augmenter leur production d'oxygène et de réaliser les investissements nécessaires pour mettre à jour leur équipement, pour le maintenir et garantir les ressources humaines pour que l'oxygène soit disponible de façon continue partout, aujourd'hui et dans le futur. Au cours de cette pandémie, nous avons vu ce qui arrive quand les pays ne notent pas la priorité à leur système de santé. Manque d'équipement personnel, de protection, de lits, d'urgence, d'oxygène ou de travailleurs de la santé, les pays doivent agir, sont forcés d'agir rapidement pour pallier à des années de sous-investissement. Et pendant que les pays ont augmenté leur capacité de soins en quelques mois, nos travailleurs de la santé souffrent le fardeau de cette pandémie. Les données sont limitées, mais nous savons qu'au moins 1 800 000 travailleurs de la santé ont été infectés par la COVID dans notre région depuis le début de la pandémie. Cela représente 12% de notre main-d'œuvre de la santé sur 15 millions au total et 9 000 sont morts du virus, la majorité étant des femmes et des infirmières. Donc, alors que nous commémorons la Journée internationale de l'infirmière aujourd'hui, il faut
que nous honorions le travail, le sacrifice et les contributions de ces infirmières dans toutes les Amériques qui aident, qui proportionnent des soins à ces patients de la COVID. Des rapports provenant de 18 pays dans l'Amérique latine et aux Caraïbes montrent que 1 500 000 travailleurs de la santé sont désormais complètement vaccinés contre la COVID avec 2 doses. Mais nous exhortons les pays qui essayent de gérer le mieux le nombre limité de doses pour protéger leurs travailleurs de la santé, y compris 8 400 000 infirmières qui travaillent dans notre région. Et pour terminer, afin d'améliorer notre réponse à la COVID et pour mieux nous reprendre après cette pandémie, investissons dans les infirmières et garantissons qu'elles disposent des outils, de la formation et des ressources dont elles ont besoin pour faire leur job correctement. Merci. Gracias, doctora Etienne. Merci, docteur Etienne. Nous allons maintenant passer aux réponses aux questions que vous nous avez déjà envoyées et qui nous arrivent à travers le forum Q&A. N'oubliez pas d'inscrire votre nom et les médias auxquels vous appartenez. La première question nous vient de Chris Vinches, journaliste de la Zona Lima du groupe El Comercio de Pérou, qui nous demande à partir de quand le mécanisme de COVAX sera-t-il en mesure d'éliminer les doses de Sinopharm, en quelle quantité et vers quel pays ces vaccins seront-ils expédiés? Docteur Barbosa, merci de votre question. Chris Vilches, nous avons beaucoup de vaccins qui sont en processus d'évaluation au sein de l'OMS pour que l'on puisse, après l'évaluation, les inclure dans la liste des vaccins qui ont l'utilisation d'urgence autorisée. Le vaccin de Sinopharm est quelque chose d'excellent, comme l'a dit la directrice, parce que le plus de producteurs qui aient l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS, nous allons pouvoir ainsi répondre à plus de demandes de vaccins à travers le mécanisme COVAX. Il y a d'autres vaccins qui se trouvent en processus d'évaluation et fréquemment ce processus n'est pas en rapport seulement avec le groupe de l'OMS, mais dépend de la qualité des informations que les producteurs de vaccins fournissent pour que l'on puisse évaluer la qualité, la sécurité et l'efficacité. Par conséquent, c'est une très bonne nouvelle, celle-ci de Sinopharm, mais nous n'avons pas de prévision encore au sujet de quand nous allons recevoir ces vaccins pour les distribuer en Amérique latine et dans les Caraïbes, parce que nous nous trouvons à un stade où il faut finaliser les démarches, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'agit d'un producteur de plus, mais certainement nous n'aurons pas ces vaccins en un court délai. Par conséquent, il faut continuer à utiliser rationnellement, raisonnablement les vaccins pour les plus vulnérables et en même temps, l'OPS continue à déployer ses efforts pour chercher des dons des pays qui ont des vaccins en grande quantité, au-delà de ses besoins, pour que ces vaccins puissent compléter les envois et les livraisons faites par le mécanisme COVAX et que les pays puissent avoir un accès plus rapide aux vaccins dont ils ont besoin. Merci. Merci, docteur. La question suivante qui sont en rapport avec les variants, Chris Vilches du El Comercio de Pérou et Melina Ochoa de Uno TV au Mexique. Chris Vilches dit: dans quel pays de la région la variante sud-africaine et la variante indienne ont-elles été identifiées? Est-il possible qu'elles se répandent rapidement dans tous les pays? Et Melina Ochoa nous demande, est-ce que la population mexicaine devrait se soucier de la circulation du variant détecté en Inde? Et pose une question aussi, si les vaccins COVID-19 sont efficaces
efficace contre cette variante indienne? Merci beaucoup pour ces questions qui nous viennent du Pérou et du Mexique. Je vais essayer de les rassembler pour donner mes réponses. Hier, le variant B1-617 qui prédomine en Inde a été confirmé dans 6 pays de la région, dans la sous-région de l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes. Cette variante a été confirmée en 17 pays dans toutes les sous-régions de l'Amérique, l'autre variant, comme nous l'avons dit dans d'autres conférences de presse auparavant. En ce qui concerne le variant qui prédomine en Inde, il y a certaines trouvailles et certaines observations qui nous permettent de penser que la capacité de transmission est plus importante, telle que nous l'avons vu par rapport à d'autres variantes qui nous souciaient. Et c'est pour cela, et en tant qu'un principe de précaution, nous avons décidé de classer le variant prédominant en Inde comme étant un variant de préoccupation haute. Néanmoins, il est nécessaire de dire qu'il n'existe pas jusqu'à l'heure actuelle des évidences pour dire affirmer que ce variant ou d'autres qui circulent peut être plus agressif ou plus mortel. Et où a-t-il été détecté? Ça a été sur des cas et surtout chez les voyageurs. Jusqu'à présent, aucun de ces événements n'a été constaté ou a vu une augmentation de cas concernant ce variant par rapport aux autres variants qui circulent dans la région. Bien qu'il soit possible éventuellement que certains de ces variants qui circulent qui circulent dans la région des Amériques commencent à augmenter sa circulation, les mesures de contrôle qui ont été utilisées, comme l'utilisation du masque, la distanciation sociale et maintenant la vaccination, ces mesures ont démontré être suffisantes pour freiner la transmission de quelque variante que ce soit. Maintenant, concernant les aspects spécifiques de la question qui nous vient du Mexique, comme nous l'avons vu la semaine dernière, au Mexique, il y a le réseau de surveillance génomique qui a pu détecter des variants qui circulent dans le pays et vont détecter d'autres variants. Par conséquent, je voudrais souligner que le Mexique participe en temps réel au réseau de surveillance génomique et que l'INDRE surgit comme un des 6 laboratoires régionaux de référence pour la surveillance génomique pour le SARS-CoV-2 dans les Amériques. J'espère avoir répondu aux questions que les 2 moyens de communication, les 2 médias m'ont posées. La question suivante, qui est sur le Venezuela de Nicole Yapour de Bloomberg News et de Mariana Souquet, Efecto Cocuyo. Nicole Yapour nous commence. L'OPS pourrait-elle confirmer la réception de la 2e partie du paiement du Venezuela au mécanisme COVAX? Et si oui, quand les premiers vaccins devraient-ils commencer à arriver dans le pays et de quel laboratoire? Et Mariana Souquet nous demande au Venezuela comment avancent les négociations à la table technique et la portée d'un plan de vaccination unique. L'OPS, sait-elle combien de personnes ont-elles été vaccinées au Venezuela ou combien de doses ont été administrées? Merci, docteur Ugarte. Merci pour ces questions. Nous avons reçu des informations de la part de Gavi, qui est le mécanisme financier de COVAX, et qui nous dit que le Venezuela a rajouté des paiements concernant ce que le Venezuela devait au mécanisme, mais néanmoins,
le bilan des fonds nécessaires est encore moindre. Jusqu'à il y a quelques jours, ce bilan représentait 18 millions de dollars environ. Le Venezuela recevrait les vaccins qui soient disponibles au moment que l'on décide la planification et la distribution suivante. Et ce serait environ à la mi-juin, jusqu'au fin juin, ce qui veut dire que le Venezuela recevrait les vaccins à ce moment-là si il n'y a pas de retard qui peuvent se passer, comme nous le savons tous. Concernant quel vaccin, et cela n'a pas encore été déterminé, mais la probabilité de recevoir le vaccin de Johnson ou d'autres qui soient disponibles à ce moment. Concernant les négociations, je voudrais souligner l'ouverture du ministère de la Santé, de l'opposition, de la société scientifique, de l'Académie de médecine et d'autres acteurs pour dialoguer, pour discuter, pour revoir le processus d'élaboration et de finalisation du plan et également sa mise en œuvre, qui compris le suivi, la priorisation, etc. Il s'agit d'un processus complexe et long et il y a des groupes techniques où ces entités s'impliquent pour pouvoir faire des apports supplémentaires. Ainsi, le plan doit être discuté aujourd'hui. Nous allons nous rendre à une autre réunion. Nous allons discuter plus profondément ce processus et nous sommes optimistes quant à la libération ou quant à l'apport de fonds supplémentaires de la part du Venezuela, mais pour la mise en œuvre de la vaccination et la chaîne de froid, le suivi, la surveillance, etc., bien évidemment en comptant sur les principes d'entité, de transparence, de solidarité, qui sont les axes du travail et du discussion qui se trouvent sur la table technique pour le vaccin dans cette région. Merci. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Steven Cillian de San Martin, également de Hippoglas de Macintosh, de Jamaica Information Service. Steven nous dit en anglais. Avec l'annonce récente que l'Inde va suspendre temporairement ses exportations de vaccins vers d'autres pays à cause d'une augmentation du virus de la COVID-19 en Inde, quelles vont être les conséquences sur le déploiement de du vaccin dans notre région et avec les quantités et le délai de livraison dans la région pour le vaccin Moderna? Merci pour ces questions. Bien entendu, nous sommes inquiets des limitations, des réductions peut-être de la suspension du gouvernement indien pour permettre l'Institut du sérum de l'Inde d'exporter les vaccins auxquels ils s'étaient engagés à travers le mécanisme de vaccin de COVAX d'exporter. Ils ont reçu le paiement, mais ils n'ont pas été, sont plus autorisés à exporter le vaccin. L'OMS, le Gavi, est en train de négocier avec le gouvernement indien pour essayer de trouver un accord qui permettrait que le gouvernement indien reçoive un certain nombre de vaccins pour utiliser un certain nombre de vaccins, parce que ça serait une question d'urgence quand même nationale en Inde. Mais pour au moins, en tout cas, partiellement déployer le vaccin et le remettre au mécanisme COVAX. Il n'y a pas encore d'annonce pour l'instant sur la finalisation de cet accord. Donc, la suspension est toujours d'actualité. Parce qu'il y a seulement 3 pays dans la région qui ont reçu des vaccins de la part de cet Institut du sérum de l'Inde, le Bolivie, le Nicaragua et Haïti. Cependant, si ce problème n'est pas résolu, les vaccins disponibles vont être obligés on va les répartir vers d'autres pays. Donc, même dans le cas où il y aurait de nouveaux sites de production pour le vaccin AstraZeneca,
qui pourraient recevoir l'autorisation d'urgence de la part de l'OMS. Nous avons maintenant un fabricant en Chine, un autre en Espagne et nous en attendons un en Italie. Mais même avec ces nouveaux fabricants, pour le vaccin AstraZeneca, probablement, il est possible que nous ayons à affronter ces prochains mois, en mai et en juin en tout cas, de sérieux problèmes pour garantir les livraisons. Les estimations de déploiement ne sont pas sûres pour ces quantités. Nous espérons que nous allons trouver un bon accord pour que tous les pays, qui satisfassent tous les pays qui sont en train de négocier avec l'Inde. Les gouvernements les négociations entre l'OMS et le gouvernement indien. Et nous espérons qu'elles aboutissent favorablement et que les exportations de la part de l'Institut du sérum de l'Inde puissent reprendre. Pour ce qui est du vaccin de la Moderna, 500 millions de doses au mécanisme COVAX ont été promises, mais seulement 36 millions cette année. Le reste pendant le premier trimestre de 2022. Docteur, les questions suivantes nous viennent de Richard Scott, de Nassau, aux Bahamas, Jacqueline Charles du Miami Herald et également Jasmine Brown de Overnews aux Bahamas en anglais. Raquel demande, vu la situation actuelle de la COVID-19 dans les Amériques, quelles sont vos pensées sur les pays indépendants qui réservent l'entrée des touristes à ceux qui sont complètement vaccinés? Est-ce que vous êtes contre cette position? Et Green Charles de Miami Herald a aussi demandé comment la reprise des croisières va affecter les progrès que les Caraïbes ont réalisés. Est-ce que l'industrie touristique est en train de proposer une reprise des passagers de croisière alors que les vaccins ne sont pas obligatoires pour l'équipage et les passagers? Merci, mademoiselle Charles, Scott et Brown, je crois, pour cette série de questions. Je vais essayer de les combiner en m'appuyant sur le contexte et dans ma réponse. L'OPS est consciente du fardeau sur les économies nationales qui dépendent notamment du tourisme et des croisières, et notamment aux Caraïbes. Nous sommes également conscients que la reprise que l'industrie des croisières veut adopter des mesures de restriction et de surveillance à bord des croisières, des paquebots. Toutefois, vu la forte transmission de la COVID-19 qui a lieu à bord de paquebots de croisière dans le monde entier au début de la pandémie, il est impératif d'agir avec la plus grande prudence. Pour l'instant, avec l'évolution de la diffusion dans les Amériques et en Europe, les inconnus sur les effets du vaccin sur la transmission du virus et les défis liés à l'accès au vaccin et le déploiement de la vaccination dans la plupart des pays de la région, il nous faut agir avec prudence. Le document officiel de l'OPS de février 2021 montre que les preuves que la vaccination contre la COVID-19 peuvent être une garantie contre l'infection ni être exigée comme pour pouvoir entreprendre un voyage international. Début mai 2021, le CDC américain a publié des instructions techniques pour les voyages simulés en bateau de croisière. Des voyageurs de ces croisières ont participé de façon volontaire
avec qui étaient vaccinés totalement ou partiellement. Et l'approche du CDC est un exemple d'un comportement qu'on pourrait reprendre. Par exemple, établir plus un cadre stratégique au niveau national dans les pays qui reçoivent des passagers et des internationaux, y compris les pays d'origine de ces passagers, et peut-être définir clairement les responsabilités des autorités au niveau national, des opérateurs de ces croiseurs, des passagers eux-mêmes. Et ce document signale également l'importance, le sujet de l'assurance santé et des aspects opérationnels comme par exemple la rapatriation nécessaire. Donc c'est un sujet complexe et j'espère que mes réponses vous auront aidé mes collègues basés aux Caraïbes et à Miami de mieux comprendre, mieux maîtriser cet aspect difficile, Merci, Dr. complexe. Barbosa. La prochaine question nous vient de Anthony Esposito de Reuters en anglais. Est-ce que vous avez observé une augmentation des résidents des pays d'Amérique latine qui veulent voyager aux États-Unis? Est-ce qu'ils essaient de se faire vacciner alors que leurs campagnes dans leur pays d'origine sont en difficulté? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, pour répondre à cette question, Anthony, nous n'avons pas de données disponibles pour comparer combien de Latino-Américains veulent aller aux États-Unis pour se faire vacciner. Ce que nous avons vu, ce sont des rapports de la part d'universités qui considèrent la mise à disposition de vaccins pour les touristes. Le tourisme vaccinal n'est pas la solution, mais c'est plutôt un symptôme de l'inégalité devant le vaccin et de comment ces vaccins, ces doses sont distribuées et réparties au sein du continent. Se faire vacciner, c'est la différence entre la mort et la vie. Ça ne devrait pas être le privilège de pays riches ou de gens riches qui peuvent voyager. Mais moi, j'ai toujours dit, il faut que ce soit un droit pour tous. Ceux qui ne peuvent pas se payer un voyage international, qui est d'ailleurs concerne la majorité des gens de notre région, ils doivent pouvoir accéder quand même à un vaccin. Donc, ce n'est pas, la situation actuelle n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle il nous faut recevoir plus de doses dans chaque pays de notre zone, mais pour être sûr que ces doses sont réparties de façon juste, équitable et avec les priorités nécessaires comme les gens qui ont une maladie préexistante et les travailleurs de la santé. Donc, l'OPS est engagé dans cet objectif et nous devons lutter contre les obstacles qui empêchent que plus de vaccins atteignent notre région. Nous travaillons avec le mécanisme COVAX et avec les fabricants pour obtenir plus de doses et accélérer la livraison de l'expédition et la livraison des vaccins qui sont disponibles. Mais nous cherchons également d'autres stratégies. Nous encourageons les donations pour augmenter la capacité de production dans les Amériques. Vu le fardeau épidémiologique de notre région et le fort taux de mortalité dans plusieurs pays, l'Amérique latine et les Caraïbes devraient être une priorité pour l'immunisation, pour éviter de futures épidémies. En dernière analyse, le tourisme vaccinal ne fait qu'augmenter l'inégalité. À l'OPS, nous travaillons dans le sens contraire. Nous voulons apporter le vaccin à ceux qui en ont besoin, indépendamment d'où ils vivent et de leurs ressources financières. Et c'est la seule manière que nous attendrons la sécurité pour tous. La prochaine question nous vient de Mathias en espagnol. Il nous demande, en Inde, il y a eu des morts parce qu'il manquait de l'oxygène dans les hôpitaux et la directrice de l'OPS vient de nous
parler de défis qui n'avaient pas de précédent. Quelle est la probabilité que ceci se passe dans la région, tel que cela se passe en Inde? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. C'est une question très importante et très actuelle. Effectivement, la pénurie d'oxygène, mais également d'autres médicaments qui sont utilisés pour le traitement des patients dans des conditions sévères ou graves dans les hôpitaux est un besoin, est une réalité dans beaucoup de pays. Ceci se passe dans des endroits où le nombre de cas a augmenté très rapidement et ont dépassé la capacité de production d'oxygène, la capacité de distribution d'oxygène, et ceci s'est rajouté au coût et à la disponibilité pour les patients. Nous avons été témoins de longues files d'attente qui ont eu lieu dans plusieurs pays, et dans certains cas, nous avons eu des rapports qui nous disaient que les personnes attendent pendant très longtemps, et dans certains cas, ils quittent la file d'attente parce qu'ils ont su que quelqu'un de leur famille était mort par le manque d'oxygène. C'est un des signes les plus importants qui nous montre qu'il est nécessaire de continuer avec les mesures de protection et de transmission du COVID-19. Dans les pays où la vaccination a commencé, la population se croit sûre et pense que les choses s'améliorent et que finalement, nous devrions nous libérer et nous voir libres des restrictions. Mais la réalité nous montre que ce n'est pas comme cela que cela se passe. C'est à ce moment-là qu'il nous faut faire attention, continuer à faire attention. Le manque d'oxygène et d'autres médicaments et les morts dues à l'augmentation rapide du nombre de cas se doit au fait que la probabilité de transmission du virus entre les personnes augmente. La situation en Inde est une démonstration, mais ceci a déjà eu lieu en Europe et en Amérique latine, et malheureusement, ceci se passe dans certains endroits de notre région à cause de l'augmentation de cas dans notre région. Merci, merci docteur. La question suivante nous vient de Manovka de Reuters News en anglais. Est-ce que la production de vaccins est un défi d'autres vaccins de routine? Merci de cette question. Le fonds rotatif de l'EPS permet une comparaison technique qui permet l'accès à ces pays pour avoir accès au programme d'immunisation. Nous suivons la situation avec les fabricants pour avoir une idée de l'horizon des fabricants, et jusqu'à présent, nous n'avons pas identifié aucune rupture de stock pour les autres vaccins. Les fabricants du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas les fabricants des autres vaccins traditionnels, mais il faut suivre cette situation de très près. Pour ce qui est des seringues, nous avons remarqué qu'il y a un accès limité pour la raison que le fonds rotatif pour de l'EPS a commencé à l'acquisition de seringues pour les repasser à nos États membres. Donc, il nous faut faire un suivi de très près, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas identifié de limitation du côté de la production. Mais il faut également souligner que pour les campagnes d'immunisation nationale, c'est un défi parce qu'ils ont besoin maintenant des pays de lancer leur programme d'immunisation et en même temps proposer le vaccin contre la COVID-19. Donc, la pandémie a eu un impact très fort sur nombreux programmes d'immunisation nationale. Donc, certains pays montrent qu'en 2020, on a observé une réduction de l'ordre de 23 à 24% dans le nombre d'enfants qui ont été vaccinés contre la rougeole et autres maladies. Donc, il est très important que dans chaque pays,
nous analysions les données de très près pour identifier quels sont les secteurs, les districts, les quartiers, les villes qui sont en retard dans les vaccinations de routine afin d'établir des stratégies spécifiques pour protéger les professionnels de santé et pour qu'elles puissent transmettre la confiance aux populations afin qu'elles se fassent vacciner sans attraper la COVID-19 dans la queue ou à l'hôpital. Donc c'est un travail. Plusieurs pays ont rattrapé leur retard dans les campagnes de vaccination de routine, mais ça va être un défi. Et donc, nous soutenons les pays pour qu'ils maintiennent leur campagne de vaccination Merci, nationale de routine. docteur. La question suivante nous vient de Alto Binabint, qui est liée au traitement de la Est-ce qu'il COVID en existe anglais. un médicament qui pourrait guérir spécifiquement de la COVID-19 et quel est ce médicament le plus efficace pour traiter cette maladie si on le compare au remdesivir? Est-ce qu'il y a-t-il une mise à jour, une nouvelle pour les cas sévères de la COVID-19? Merci pour cette question, Aldo Binolin. J'aimerais souligner que l'OMS et l'OPS mettent à jour de façon régulière leurs directives de gestion de crise et sont tout à fait en phase sur ce qui est les médicaments à prescrire pour traiter les formes sévères de la COVID-19. Autant l'OMS que l'OPS ne recommandent pas l'usage du remdesivir pour la gestion des cas sévères de la COVID-19. Pour l'instant, il n'y a aucun médicament antiviral qui est recommandé pour cela. Donc, notez cependant que nous organisons des essais cliniques en double aveugle sur certains antiviraux et sur d'autres médicaments. L'ensemble de recommandations de l'OPS pour les médicaments concernant les formes sévères de la COVID-19 se concentrent sur la réponse inflammatoire à l'infection, avec la recommandation d'utiliser des corticostéroïdes, y compris la dexaméthasone. Dans certains cas, des immunomodulateurs sont également recommandés. Donc, notez que l'OPS met à jour ses directives de gestion clinique et ses analyses thérapeutiques de façon régulière. Donc, pour la thérapie, je crois que c'est une fois par mois au moins. Cela signifie que les preuves scientifiques les plus récentes sont disponibles dans ces documents et ces documents sont postés sur le site de l'OPS et ils sont accessibles aux médecins, aux associations médicales et au grand public. J'espère avoir répondu aux questions du journaliste. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Noël Miranda, de l'article 66 au Nicaragua, qui nous dit comment l'OPS évalue-t-elle le travail du gouvernement nicaraguayen dans sa réponse à la pandémie? Également, est-ce que l'OPS a-t-elle suivi le processus de vaccination au Nicaragua? Et quand la vaccination de la population saine commencera-t-elle? Et finalement, savez-vous si le vaccin COVID-19 doit être appliqué pour quitter le pays? Docteur Ugarte, merci pour ces questions. Noël? L'OPS coordonne avec le gouvernement du Nicaragua la mise en œuvre du projet de réponse à la COVID-19. On a développé des guides pour cette réponse et également ont été fournis de la coopération technique et de la formation. Mais néanmoins, comme l'information que nous recevons est rare à travers des canaux de réglementation sanitaire, il n'est pas possible que nous analysions quel est le degré de transmission, la sévérité et d'autres aspects. Ainsi, pour l'OPS, il n'est pas possible d'évaluer le travail du gouvernement en tant que réponse à la pandémie. Concernant le vaccin et la vaccination,
Notre représentation au Nicaragua travaille de très près au programme d'immunisation avec le ministère de la Santé. Nous avons des réunions fréquentes où on analyse les leçons qui ont été apprises, quelles ont été les avancées et on fait des ajustements si nécessaire. Ainsi, j'aimerais de souligner que lors de tous ces dialogues, l'on met l'accent sur le fait que le vaccin et la vaccination est un bien public et par conséquent, il appartient à toute la population et l'application du vaccin devrait être faite à toutes les personnes et qui en ont besoin, tels que les groupes prioritaires. Nous comprenons que ce processus est en train d'être appliqué pour vacciner les personnes âgées avec plus de 65, les personnes qui ont des maladies et le personnel de la santé, mais à cause de la réduction de la disponibilité du vaccin, comme l'a dit le docteur Barbosa, et comme tous le savent, en ce qui concerne la limitation de la production, le Nicaragua est un des pays qui n'a pas reçu la quantité de doses que l'on attendait. Ainsi, nous essayons de voir et d'attendre que cette restriction disparaisse et que le vaccin puisse être appliqué à toute la population. Nous n'avons pas d'informations au sujet de la restriction, pour mieux dire, aux besoins concernant le besoin d'être vacciné pour quitter le pays. C'est un débat que plusieurs pays sont en train d'avoir, mais jusqu'à l'heure actuelle, cette restriction n'est pas appliquée. La recommandation de l'OPS et de l'OMS, c'est que ce ne soit pas un besoin, que le vaccin ne soit pas une demande pour le voyage ou pour le redémarrage des activités économiques. Par conséquent, les mesures à nouveau de restriction doivent être conservées, y compris le Nicaragua. Même ceux qui sont vaccinés doivent continuer avec les mesures de protection tandis que le vaccin avance et après le vaccin jusqu'à ce que l'on atteigne un nombre significatif de la population qui soit vaccinée et ceci ne va pas se passer en peu de temps. C'est pour cela qu'il faut conserver les mesures de protection individuelle et collective. Merci. La question suivante nous vient de Gisela et Salomon. Une des questions, c'est que si nous pourrions faire une mise à jour sur les vaccins concernant les pays développés, l'envoi ou les livraisons des pays développés des vaccins vers l'Amérique latine. Merci pour cette question parce que le don des vaccins provenant des pays développés semble être une possibilité très importante pour répondre à cette limitation d'offres de vaccins à travers le mécanisme COVAX qui continue ou qui a eu lieu pendant le premier trimestre. Donc, depuis quelques semaines, il y a des négociations avec les gouvernements des pays développés. Certains de ces gouvernements ont demandé que ces négociations ne soient pas publiques jusqu'au moment où ils pourront annoncer quelque chose pour que des attentes fausses ne soient pas, qui ne seront pas répondues. Le premier gouvernement qui a déjà annoncé son don a été le gouvernement espagnol. Le premier ministre espagnol, pendant le sommet à la fin avril, a dit que le gouvernement fera un don pour le mécanisme COVAX, que sa priorité était que les vaccins puissent être envoyés en Amérique latine et aux Caraïbes et que l'OPS soit l'organisation chargée de distribuer ces vaccins parce que nous connaissons l'Espagne, nous avons été à plusieurs réunions en Espagne et ils savent quelle est la capacité de notre fonds renouvelable et que nous savons et qu'ils savent que nous pouvons livrer ces vaccins dès qu'ils sont disponibles. Notre directrice a envoyé une lettre au gouvernement des États-Unis avec une demande pour que les vaccins qui ne sont pas en train d'être utilisés aux États-Unis puissent être cédés. Nous attendons encore la réponse et nous avons des
dialogues, des conversations et des réunions avec d'autres pays. Ces vaccins d'Espagne, nous n'avons pas la date de quand elles arriveront ou quelle sera la quantité finale qui nous sera remise. Mais c'est une bonne initiative qui peut-être servira d'exemple pour que d'autres pays développés puissent faire ces dons et céder des vaccins pour garantir un déploiement de l'accès des régions et des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui sont un épicentre tel que l'Inde. L'Amérique latine a été très durement touchée par la pandémie et si le mécanisme COVAX rend possible cette distribution sans prendre en compte le critère épidémiologique, nous savons que l'Amérique latine est vraiment en dessous parce que nous avons une quantité vraiment très limitée de vaccins pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Par conséquent, ces pays qui annoncent, d'autres pays également tels que la Suède, ont annoncé des dons. Je pense que ceci devrait être comme un appel mondial pour que les leaders des pays développés puissent céder des vaccins immédiatement, dans l'immédiat, pour augmenter la capacité de vacciner les groupes les plus vulnérables et sauver des vies dans notre région. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Kemford Fairmine, de Guardian Media, Trinidad et Tobago, en anglais. Trinidad et Tobago connaît une augmentation rapide de la diffusion de la COVID et de ses morts. Les derniers mois, il y a eu plusieurs prises de position des pouvoirs publics de la part de personnalités contre la vaccination dans les pays où cela est fort. Il n'y a pas de message unificateur pour la lutte contre le COVID-19. Est-ce que l'OPS voit ceci comme un empêchement pour lutter contre la COVID-19? Le sujet de l'information est un aspect critique dans la lutte contre la pandémie. Nous avons vu, malheureusement, nous avons observé qu'il y a eu un usage malveillant pour des raisons politiques ou autres de cette information, de ces informations. Nous avons noté que les pandémies, cela crée plus de... Cette désinformation a un rôle encore plus pire que un mauvais usage des systèmes de santé. Donc, nous avons décidé de rechercher la source de ces informations et de travailler à partir en donnant l'exemple. Donc, il faut toujours considérer une source fiable d'informations quand on veut s'informer. Donc, nous cherchons également, à travers les rapports officiels, d'être tout à fait transparents dans nos informations et que nos rapports soient très facilement disponibles, accessibles, et de recourir aussi aux médias sociaux pour divulguer les mises à jour nécessaires pour que le grand public puisse avoir accès à ces informations. Nous avons observé que les réseaux sociaux sont une des principales sources d'information du grand public avec les rapports officiels. Mais les recommandations de ces rapports ne sont pas utilisées dans les réseaux sociaux, mais sont repris par les médias officiels et les sites officiels, et ce qui n'adviennent pas la population, le grand public. Donc, on en appelle à tous les acteurs pour qu'ils diffusent des informations fiables, et à toute la population pour que le grand public puisse continuer à appliquer les mesures protectrices qui sont au cœur de la réduction des morts et de la transmission, et pour que nous vainquions cette pandémie. Merci. Merci, docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance du jour d'aujourd'hui. La question suivante est liée à
l'immunité et Richard Scott nous pose cette question et les questions Richard sont en Scott, anglais. quand atteindrons-nous l'immunité collective dans notre région et qu'est-ce que ça signifie pour l'assouplissement des mesures? Docteur Etienne, merci pour cette question qui est importante et qui est très précise. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce virus, y compris le seuil pour cette immunité collective, 70, 80, 40%, nous ne savons pas. Et en plus, parce qu'il y a beaucoup de vaccins sur le marché, nous aurons une idée un peu plus précise une fois que nous récupérons les données de plusieurs pays qui, quand ils auront couvert toute leur population avec leur campagne de vaccination. Mais plus important encore, il nous faut garder à l'esprit que l'émergence des variants rend l'immunité collective encore plus difficile à atteindre. C'est pour cela que, à travers toute notre région, il nous faut nous centrer sur la réduction de la transmission afin de contrôler le nombre de nouvelles infections. Et cela devrait être notre priorité numéro un. Nous ne pouvons y arriver qu'en mettant en œuvre deux stratégies à la fois. Et je vais insister là-dessus. Les deux doivent être mises en place en même temps. D'abord, des mesures préventives, nous l'avons dit et répété plusieurs fois, mais il nous faut le redire. Les gens doivent respecter la distanciation sociale, doivent porter des masques, nettoyer leurs mains récemment et ne pas s'agglutiner dans des espaces fermés. Et ça, cela va sauver des vies. Ça continue à le faire, même avec l'augmentation de la circulation du virus. Mais les gouvernements aussi ont un rôle à jouer. Il faut être sûr que les tests sont disponibles, que ceux qui sont testés positifs sont à l'isolement ou en quarantaine et que nous continuons à absorber les mesures que les gouvernements ont prises. Il est également important que les gouvernements encouragent ces attitudes et ce comportement si nous voulons et que la nation les suive. Deuxième axe, il faut augmenter l'accès équitable au vaccin. Quand les doses sont disponibles, il faut d'abord protéger les travailleurs de la santé et ceux qui sont en première ligne ou qui sont vulnérables vis-à-vis de la COVID. Plus il y aura de vaccins, plus on va observer l'impact du vaccin. Quand quelqu'un est vacciné, la personne se protège, mais aussi protège sa communauté. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait déterminant que tout le monde, que les femmes et les enfants doivent être vaccinés également. Il ne faut pas prendre du retard parce que prendre du temps et retarder la vaccination va nous faire perdre du temps. Donc ces deux stratégies doivent être menées concomitamment. Vaccination et contrôle de la diffusion du virus grâce aux mesures de santé publique. Les pays qui ont ignoré ces mesures de santé publique ont vu une augmentation forte, même s'ils ont vacciné une grande partie de leur population. Donc, rappelons-nous que c'est la combinaison de ces deux approches, mesures de santé publique et vaccination, qui finira par prendre le contrôle de la pandémie. Donc, chacun d'entre nous a un rôle important à jouer. S'il vous plaît, par conséquent, faites jouer votre rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette session d'aujourd'hui. Au sujet de demain, vous avez sans doute reçu des informations à travers le courrier électronique que demain jeudi à 15 heures heure de Washington, nous aurons un séminaire virtuel sur les variants du virus SARS-CoV-2 avec des spécialistes. Nous espérons que vous puissiez participer et vous aurez plus d'informations sur le COVID-19 sur la page web de l'OPS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous continuons à être connectés. Merci beaucoup.